Attention, dossier sensible. Que faire avec le glyphosate? Bruxelles devait se prononcer sur cet herbicide très contesté. Le vote a été reporté. Le sujet est devenu politique. Chaque camp communique pour convaincre. Avant d'en parler avec notre invité, le point sur les débats avec Antoine Delpierre. Comme le dit le proverbe, comme on fait son lit, on se couche. Tout dépend encore devant qui. Pour la dizaine de manifestants de l'initiative citoyenne Stop Glyphosate réunis ici à Bruxelles, la Commission européenne serait en train de céder face au lobby de l'industrie des pesticides. Pour ces militants, abaisser la durée d'homologation de l'herbicide de 5 à 7 ans au lieu de 10 ne suffit pas. Il est clair que la Commission n'écoute pas les citoyens lorsqu'elle propose le renouvellement du glyphosate. Que ce soit par le vote, par leurs initiatives ou par leurs contacts avec les ministres de chaque État, les citoyens européens veulent une interdiction complète du glyphosate. Faut-il interdire totalement dès maintenant le glyphosate ou à défaut l'interdire progressivement selon un calendrier voté à Bruxelles, voire ne pas l'interdire du tout? 300 désherbants commercialisés par plus de 40 sociétés contiennent la molécule qui fait débat, et même au sein de la communauté scientifique. Classé comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, organisation de l'OMS, le glyphosate n'est par contre aucunement suspect selon l'autorité européenne de sécurité des aliments. Une confusion entretenue par les lobbies défendant les intérêts des industriels et des agriculteurs qui l'utilisent. En l'état, les agences sanitaires ont parlé. 3 agences sur 4 disent qu'il n'y a pas de problème. Une agence dit qu'il y a un problème. Que les scientifiques clarifient leur position pour que les politiques puissent décider. Car reporter à plus tard la décision, comme l'a fait aujourd'hui la Commission, pourrait au final ouvrir la voie à un recours des fabricants auprès de la Cour de justice européenne. Avec nous sur ce plateau, Arnaud Pochbonne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Weber Shandwick France. Alors, on fait appel à vous, enfin, les entreprises font appel à vous pour gérer des crises, pour gérer leur communication. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, déjà, une réaction à l'Union européenne qui tergiverse, qui change d'avis. Elle devait se prononcer. Finalement, elle préfère reporter. Est-ce que c'est vraiment un exemple typique de mauvaise communication? Alors, en l'occurrence, je ne connais pas le fond du dossier concernant le Parlement européen et l'Union européenne sur ce sujet-là. En revanche, ce qui est clair, c'est que la façon dont ils expriment cette tergiversation vis-à-vis de l'opinion publique n'est absolument pas bonne, puisqu'on s'inscrit dans un débat qui est extrêmement sensible, d'une entreprise qui elle-même a fait l'objet de nombreuses polémiques au cours des dernières années, notamment sur les OGM, et dans un contexte où finalement leur problématique, elle est à la fois d'adresser un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu économique pour le monde rural, puisque le glyphosate est un produit qui aujourd'hui n'a pas d'alternative pour les agriculteurs. Mais il y a vraiment un changement dans notre société, c'est-à-dire qu'avant, il y avait du lobbying qui était fait, mais dans les coulisses. Là, c'est sur la place publique. On a vu tout à l'heure ces projections où on nous explique qu'en fait, le glyphosate est bon pour la santé, et aussi les réseaux sociaux. Comment vous analysez ce changement ? Je pense que ce qui a vraiment révolutionné la façon dont on gère la communication, notamment la communication sensible, avant de parler de communication de crise, c'est le digital et l'émergence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans un monde d'hypertransparence et tout ce qui se passe, qu'il s'agisse du Parlement européen, qu'il s'agisse de la vie des entreprises, est exposé, extrêmement visible. Et faire le pari que ce qui se passe à Bruxelles ne sera pas vu par l'opinion publique, c'est une erreur, d'autant plus que cette même opinion a aujourd'hui une capacité à prendre la parole et à communiquer de façon active finalement sur les sujets sur lesquels elles ont une forte sensibilité, notamment les questions liées à l'éthique et à l'environnement. Et communiquer avec ces projections qui sont assez spectaculaires, est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense qu'il y a un enjeu de pédagogie. Lorsqu'on est dans une situation de crise, il y a plusieurs règles. Il y a des règles, entre autres, de transparence, de pédagogie, d'action, c'est qu'il faut occuper le terrain, et d'engagement de tiers. Donc il y a un enjeu de communication qu'on doit mener sur ces sujets pour arriver à convaincre et à engager le plus grand nombre de personnes derrière soi. Le point, c'est que cette crise a commencé en 2015, au moment où une organisation membre de l'OMS a considéré que le glyphosate présentait un risque cancérigène. Et toute la question, c'est est-ce que Monsanto aurait dû communiquer dès cette époque-là
ou est-ce qu'ils n'ont pas un peu tardé pour mettre en place leur stratégie de communication? Et qui peut gagner cette bataille de communication? Celui qui est le plus riche, celui qui est le plus offensif, celui qui maîtrise le mieux les réseaux sociaux? Je pense que celui qui maîtrise le mieux les réseaux sociaux, c'est celui qui a le plus de chances de l'emporter. Un très bon exemple, c'est aujourd'hui la façon dont on gère les ONG dans leur campagne de mobilisation et d'activation. Elles ont infiniment moins d'argent et de moyens que les grandes entreprises, mais elles ont une capacité de mobilisation et d'engagement des publics derrière leur cause qui est bien meilleure. Donc il y a un enjeu de bonne compréhension des réseaux sociaux, des mécaniques de formation des opinions sur les différents sujets qui les concernent, et évidemment de capacité à engager des communautés autour des sujets qui les intéressent. Merci Arnaud Pochbonne pour cet éclairage. Merci d'être venu dans 64 minutes.